sommes véritablement à une croisée des chemins qui va décider du sort d'Israël, peut-être dans le moyen long terme. Et nous sommes véritablement dans des moments historiques auprès desquels tous ces calculs de petits politiciens valent ce qu'ils valent, c'est-à-dire près de zéro. Et il s'agit maintenant de se concentrer sur le principal. Que deviendra Israël ? Nous sommes en ligne avec Henri Bétan, porte-parole francophone du parti Yesh Atid, Yair Lapid. Henri, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, on voudrait faire le point avec vous sur, dirons-nous, le gel de la réforme qui a été donc annoncé par Binyamin Netanyahou il y a de cela 2 jours. Et sur le positionnement de Yesh Atid par rapport à cet arrêt. Écoutez, d'abord, on se félicite, mieux vaut tard que jamais. On se félicite du fait que enfin on aborde une vraie concertation. Cela étant, on attend de voir dans quelles conditions elle va se dérouler parce que les prémices ne sont pas, à vrai dire, tout à fait encourageantes et ne donnent pas toutes les garanties de sérénité. Parce que d'une part, le gouvernement ne voudrait voir qu'une tête en face de lui, c'est-à-dire il veut regrouper toute l'opposition en une seule tête, alors que il s'agit d'aboutir à un consensus le plus large possible de la société israélienne concernant ce bouleversement de l'organisation des pouvoirs publics. Ça, c'est une première chose. Et en deuxième lieu, qu'on cesse de manœuvrer en coulisses pour essayer d'introduire je ne sais quel bâton dans les roues de l'opposition en privilégiant tel ou tel dirigeant plutôt que celui qui a été désigné comme le chef de l'opposition naturelle et qui est le chef de l'opposition en titre. Voilà. Alors, je vais essayer de traduire à nos auditeurs, ce que vous dites en français pourtant, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que Binyamin Netanyahou, l'actuelle coalition, essaye de détrôner Yair Lapid de son poste de chef de l'opposition pour essayer de donner une sorte d'avantage à Benny Gantz à ce sujet, négocier plus facilement avec Benny Gantz qu'avec Yair Lapid, c'est ça ? Détrôner, il ne le pourra pas, de toute façon. Yair Lapid est le chef de l'opposition officielle, mais néanmoins, essayer d'introduire la zizanie à l'intérieur de l'opposition ne lui servira pas beaucoup, pas plus qu'il n'a manœuvré jusqu'ici pour éviter et esquiver la concertation. Il a été obligé d'abdiquer et d'en venir au cœur du débat. Voilà. Donc, moyennant, si jamais le Likoud persistait à vouloir manœuvrer de la sorte, il est clair qu'on va retarder inutilement. Et encore une fois, ça se retournera contre lui et contre son chef. Alors, je vous pose la question, est-ce que finalement, droit au but, il y a une différence d'approche entre Yair Lapid et Benny Gantz ? Pour l'instant, pas du tout. Il s'agit simplement de diviser pour mieux régner ou de diviser pour mieux manœuvrer de la part de Netanyahou. Parce qu'il a été obligé d'abdiquer en race campagne, comme vous le savez, et donc il essaye maintenant de se rattraper par les branches annexes. Mais ça ne réussira pas plus que les manœuvres précédentes, vous savez. C'est-à-dire, concrètement, prenons le problème autrement. On a vu les sondages de ces derniers jours, tout de suite après l'annonce de Binyamin Netanyahou, et on voit que ces sondages, ils sont très nettement à l'avantage de Benny Gantz, c'est un peu à la défaveur de Yair Lapid qui perd deux mandats. Est-ce que finalement, Yair Lapid ne s'est pas engagé sur une voie qui est peut-être trop radicale dans ce dossier, et que finalement la voie de la raison, c'est la voie médiane, celle de Benny Gantz ? Écoutez, les sondages ne font pas le printemps, pas plus que le printemps ne fait le beau temps actuellement qu'on peut le voir dehors. Et donc, les sondages sont ce qu'ils sont. Et Dieu sait qu'en Israël, ils se trompent, et ils se trompent à coup sûr. Alors, on attribuait, avant les élections, on attribuait 17, 18 députés au camp de Mamlarti, c'est-à-dire au camp de Benny Gantz, et vous savez ce qu'il en est résulté. Alors, il faut prendre les sondages israéliens avec une extrême pincette. Ça, c'est d'une part. Et deuxièmement, vous savez, c'est peu de choses à côté des défis qui nous attendent. Parce que là, nous sommes véritablement à une croisée des chemins qui va décider du sort d'Israël, peut-être dans le moyen long terme. Et nous sommes véritablement dans des moments historiques
auprès desquels tous ces calculs de petits politiciens valent ce qu'ils valent, c'est-à-dire près de zéro. Et il s'agit maintenant de se concentrer sur le principal. Que deviendra Israël? Que deviendra son avenir? Est-ce qu'il restera une démocratie libérale comme la plupart des pays civilisés, ou bien il sombrera dans une démocrature, pour ne pas dire dictature, du type de la Hongrie, de la Russie ou de la Pologne? C'est cela qui est en jeu. Tout le reste, c'est absolument secondaire et parcellaire. Vous croyez, au-delà du compromis qui est en train d'essayer de se tramer entre opposition et coalition, vous croyez à un vivre ensemble dans la société israélienne après ce qui s'est passé ces derniers mois? Vous pensez que les manifestants anti-réforme que l'on a vu descendre dans la rue à de multiples reprises et les manifestants pro-réforme que l'on a vu descendre dans la rue vraiment à la dernière minute, le jour où Benjamin Netanyahu a annoncé le gel de la réforme, peuvent s'entendre, peuvent trouver un dénominateur commun pour vivre ensemble ici? Non seulement nous y croyons fermement, mais nous œuvrons pour ça et nous le souhaitons de tout cœur. Il y a de la place pour tout le monde en Israël et il y a de la place pour une entente, mais raisonnable, entre les différentes conceptions de la société. C'est cela, au fond, la démocratie, c'est la vie en commun et surtout une démocratie juive. C'est encore plus du vivre en commun, c'est de la fraternité. Et c'est ce que nous recherchons en définitive. Et malgré les effets parcellaires, disons, ou les effets parallèles de ces manifestations, qui jusqu'à présent, et je m'en félicite, se sont déroulées d'une manière digne, malgré la véhémence du débat, d'une manière digne. Il n'y a pas eu de dégâts énormes, il n'y a pas eu de violence disons inadmissible. Eh bien, on peut s'en féliciter. On était au bord d'eux. Heureusement qu'il y a eu la rétraction et la marche arrière toute de Netanyahou et de son équipe, et bien obligé par le Likoud et notamment grâce à l'intervention décisive de Yoav Gallant. Eh bien, nous avons évité le pire, et tant mieux, tant mieux. Est-ce que finalement, cette campagne de mobilisation qui a fait descendre dans la rue des centaines de milliers de personnes, eh bien, elle n'a pas servi à Yair Lapid pour essayer de faire oublier certains problèmes de leadership qu'il a eu pendant la campagne électorale et pendant les élections et son échec pendant les élections. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui je peux vous le garantir, hein, c'est la dernière des préoccupations à l'intérieur de Yesh Atid. Et si un leader, tel leader ou tel autre peut réussir, comme d'ailleurs Yair Lapid l'a souvent prouvé dans le passé, il cédera sa place pour que le bien commun avance, pour que la cause commune puisse triompher. Il l'a fait à maintes reprises et il n'a aucun certificat d'authenticité à présenter à cet effet-là. Ce qui est plus préoccupant, voyez-vous, ce ne sont pas ces problèmes. Actuellement, nous vivons des temps très durs et notamment la crise politique très profonde et ouverte avec les États-Unis. Ça doit nous inquiéter et pas le leadership dans l'opposition qui est un problème tout à fait factice, qui n'existe pas en réalité et qui est une espèce de écran de fumée tendu par les Likoud aux abois pour essayer de cacher leur désarroi et leur marche arrière toute. Parce que ce qui se passe à Washington et ce qui se passe entre Jérusalem et Washington est bien plus grave que les petites péripéties politiciennes de la Knesset ou de la périphérie de la Knesset. Ça doit nous préoccuper. Est-ce que vous avez des informations sur le fait que Joe Biden, qui semble très bien informé sur ce qui se passe en Israël, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, c'est vrai que les informations affluent, mais finalement, il a l'air d'être extrêmement bien informé. Est-ce que par hasard, vous avez des informations sur des leaders israéliens qui auraient pu fournir à Joe Biden des informations sur les dangers qui pèsent sur l'État d'Israël et de facto susciter cette réaction d'hier de Joe Biden ?
Quand bien même je serais informé à ce point, je m'interdirais de donner une bribe d'informations concernant la sécurité d'Israël et personne d'entre nous ne le fera, je l'espère. Mais vous pensez pensez sur le principe que c'est responsable de parler que la voix par exemple d'une partie de l'opposition s'exprime à la Maison Blanche, fasse entendre qu'on entende à la Maison Blanche des critiques sur la gestion de l'État d'Israël? De la part de responsables de l'opposition. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il a eu des informations de première main de la part du premier responsable de la sécurité d'Israël, c'est Yoav Gallant. Et ce qui l'a mis si vous me le permettez, en pétard jusqu'à aujourd'hui, c'est que justement, ça marchait très bien entre le ministre de la Défense et l'état-major américain, parce que vous savez que nous sommes en une crise qui a été estompée par les péripéties israéliennes, mais qui reste d'actualité, qui reste en arrière-plan. C'est celle avec l'Iran. Il y avait, comme vous l'avez remarqué, constaté, des va-et-vient continus entre Washington et Jérusalem concernant des préparatifs éventuels. Et là-dessus, ils ont été interrompus par le coup de pied de l'âne de Monsieur Netanyahou, qui, sans avertir personne, alors que c'est un domaine extrêmement sensible, il a essayé, du moins, de mettre fin, mais là aussi, il va échouer. J'en donne ma main à couper. Il a essayé de mettre fin aux fonctions de Monsieur Gallant, de Yoav Gallant, qui lui était très qualifié pour conduire ces opérations. C'est ce qui a mis en pétard la Maison-Blanche. Une autre chose qui a mis en pétard la Maison-Blanche, et ça je peux vous le dire, c'est la tentative de mensonge et de détournement dont a été victime la Maison-Blanche de la part de Monsieur Dremer, qui est le conseiller diplomatique le plus proche de Monsieur Netanyahou, et qui a essayé de tromper son monde en disant que la Maison-Blanche s'apprêtait à inviter Monsieur Netanyahou après Pessah, alors qu'il n'en était pas question. C'est l'ambassadeur, c'est Tom Knight qui a dit ça. La réaction allait être fulgurante de la part de la Maison-Blanche. C'est peut-être ce qu'ils attendaient, parce que ce faisant, ils ont évidemment essayé de monter l'opinion publique israélienne contre le seul et le principal, le vital allié d'Israël sur terre, pas moins. Là, la Maison-Blanche, effectivement, est très montée, elle est vent debout contre Netanyahou et son équipe. Juste une précision, Henri, juste une précision, c'est pas Ron Dermer qui a dit que Benjamin Netanyahou serait invité à Washington, c'est le Tom Knight, c'est l'ambassadeur des États-Unis en Israël, qui apparemment n'était pas coordonné avec la Maison-Blanche. Non, pour tout dire, parce que Tom Knight a parlé à Ron Dermer, ils ont envisagé seulement l'éventualité, et Ron Dermer et l'entourage de Netanyahou a aussitôt répandu la nouvelle comme quoi c'était acquis. Et c'est pour ça que à sa descente d'avion, le président Biden a réagi avec une brutalité absolument inconnue jusqu'à présent de la part d'un président américain vis-à-vis d'un pouvoir israélien. Eh bien, Henri Bétan, merci beaucoup de nous avoir expliqué la position de votre parti Yesh Atid, de votre leader Yair Lapid dans le contexte actuel après le gel de la réforme. Bien entendu, on espère tous que on trouvera un compromis qui permette de calmer les esprits un peu partout dans la société. On priera pour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée et Chag Sameach.